Bienvenue à tous. Donc, on continue ce colloque consacré aux aires culturelles et pour lequel nous avons donc fait l'ouverture hier après-midi à l'INALCO. Ce matin, nous aurons deux tables rondes. La première qui porte sur la place des aires culturelles au sein des sciences humaines et sociales dans les grandes institutions. Et pour échanger autour de cette thématique, nous recevons dans l'ordre de placement, Monsieur Pierre-Cyril Aucoeur. Pierre-Cyril Aucoeur, vous êtes économiste et historien. Vous êtes président de l'École des hautes études en sciences sociales et avez par ailleurs occupé plusieurs fonctions dans les institutions au ministère et ailleurs, à l'université, en tant que professeur, mais aussi en tant que conseiller pour les sciences humaines et sociales. François-Joseph Rudju, qui représente le CNRS et qui est directeur adjoint scientifique, qui est professeur d'histoire, historien, spécialiste de l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, histoire moderne, et qui est en charge aussi de ces questions d'aires culturelles au CNRS. À ma droite, Marie-Caroline Saglio-Yatsmirski, qui est professeure d'anthropologie à l'INALCO et qui est spécialiste de l'Asie du Sud et qui a notamment travaillé, c'est une particularité, sur la compréhension des migrants d'un point de vue psychologique et psychanalytique d'ailleurs. Et enfin, Monsieur Olivier Bouin, qui est co-directeur du Collège d'études mondiales, institution créée récemment au sein de la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes économiste, spécialiste en économie internationale, avez enseigné dans plusieurs universités et avez exercé des fonctions au sein de l'OCDE. Donc voilà pour ce tour de table. Alors peut-être un petit mot d'introduction et ensuite je lancerai un premier questionnement sur cette thématique. On a souvent placé les aires culturelles au sein des SHS, d'où le titre. Pour autant, il ressort assez souvent que la problématique des aires culturelles est diluée dans celle des SHS. Donc un des objectifs de cette table ronde va être d'extirper en quelque sorte la problématique spécifique des aires culturelles, sachant que très souvent on la place au sein des SHS, mais le socle disciplinaire, notamment à l'INALCO mais à l'université aussi, reste la linguistique, la connaissance de la langue, la littérature et les sciences humaines et sociales. Donc, par extension, on peut concevoir une acception plus large de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales en intégrant la linguistique et la littérature. Alors, peut-être un premier questionnement autour de cette thématique. On a un discours des institutions qui, depuis un certain nombre d'années, en gros une vingtaine d'années, à partir des années 90, se construit donc un discours institutionnel qui se construit autour de la globalisation. Et on a, sans caricaturer, assez vite observé que la globalisation comme paradigme pouvait se substituer ou effacer la notion d'aire culturelle. Et un premier questionnement, et je vous propose de partir d'un point de vue épistémologique, puisque ça aura des conséquences sur les structures et sur les politiques d'établissement. Est-ce que on a aujourd'hui un clivage entre la globalisation et les aires culturelles, ou est-ce qu'on peut envisager une articulation entre globalisation et aires culturelles? Donc, qui veut prendre la parole? Pierre-Cyril. Oui, merci. Je voudrais d'abord brièvement quand même remercier les organisateurs de cette manifestation qui me semble arriver à un moment tout à fait pertinent pour, je crois, beaucoup des institutions dans lesquelles les aires culturelles sont à la fois une réalité organisationnelle et un questionnement scientifique. La question, bon, je reviens quand même vite à la question que vous posez pour ne pas faire de détour excessif. Il y a effectivement
une très grande diversité dans la place que peuvent avoir les approches en termes d'aire culturelle selon les disciplines des sciences humaines et sociales. Au sens élargi, vous avez mentionné la linguistique, la littérature, mais je crois qu'il faudrait aussi évidemment mentionner les arts, qui ne sont pas des disciplines en un sens, mais qui sont des objets pour un grand nombre de disciplines et qui sont essentielles. Il y a aussi les disciplines pour lesquelles ces approches en termes d'aire culturelle sont extrêmement limitées, voire absentes. Je parle le plus facilement de la mienne, mais elle n'est pas la seule. En économie, il y a une question, un point assez paradoxal, c'est que les économistes travaillent très souvent sur des aires spécifiques, même s'ils ne le mentionnent que rarement. Ils travaillent souvent de manière comparative, mais sans que la diversité soit vue comme une diversité essentielle. L'objectif est toujours de ramener à des lois générales, en tout cas dans la plupart des courants de l'économie. Et il y a même une approche intrinsèquement globale, on peut appeler macroéconomie mondiale en équilibre général, qui est une approche dans laquelle, en principe, toutes les interdépendances entre tous les points du monde sont prises en compte. Donc, une discipline qui est à la fois hostile quasiment par principe à l'idée qu'il y ait des mécanismes spécifiques, locaux, quelle que soit l'échelle de localité, c'est-à-dire que ce soit à l'échelle d'un village ou d'un continent, et qui en même temps aborde des problèmes globaux, des problèmes régionaux, etc. Alors, il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, mais je pense que c'est un vrai problème et que ça nous dit quelque chose qui n'est pas spécifique à l'économie, qui aussi existe dans un très grand nombre de disciplines, c'est-à-dire la tension entre le local et l'universel, la tension entre les approches des disciplines universalistes classiques et les approches ancrées dans des terrains. Et nous devons évidemment travailler à trouver la meilleure manière d'expression de ces tensions, parce que je pense que ces tensions sont fécondes, les laisser s'exprimer et organiser cette expression de manière à ce qu'elle soit féconde scientifiquement. Voilà, je ne veux pas aller plus loin tout de suite. François-Joseph, peut-être Je crois qu'effectivement, d'abord, je m'associe aux remerciements qui ont été exprimés par Pierre Cyril envers les organisateurs, envers l'IDEA. Et je crois qu'en peu de mots, beaucoup de choses ont été exprimées et nous amènent au cœur de notre réflexion. Bon, d'abord, du point de vue purement organisationnel du CNRS, la linguistique, la littérature, les langues et civilisations font pleinement partie en fait, du domaine, en tout cas de l'aire de compétences de l'Institut des sciences humaines et sociales. C'est sûr qu'il y a toujours une tension entre discipline et pluridisciplinarité, et l'Institut SHS se situe très clairement en permanence du côté de la pluridisciplinarité, même dans beaucoup de cas du côté de l'interdisciplinarité avec les autres sciences. Mais en tout cas, déjà met l'accent sur la pluridisciplinarité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, et là encore, je crois que c'est des choses sur lesquelles on va revenir pendant toute la matinée, et que vous introduisez une dichotomie, même une opposition entre études globales et aire culturelle. Moi, je crois qu'il faut plutôt travailler sur un triptyque, en fait, ou sur un triangle, qui est aire culturelle, études globales et recherche sur la France, en fait. La France comme terrain, la France et l'Europe. Une des raisons pour lesquelles l'INSHS a essayé de lancer, en fait, les groupements d'intérêt scientifique sur les aires culturelles, dans les objectifs qui ont été fixés à ces groupements, dont on reparlera, il y a très clairement le désir de retisser ou de tisser des liens extrêmement forts entre les recherches sur les aires culturelles et les recherches qui sont menées sur la France. Et je crois que c'est un point sur lequel nous devrons revenir. Un autre point qui est tout à fait essentiel et peut-être sur lequel il faut travailler dès le départ, et que sous le terme aire culturelle, on peut entendre trois choses qui sont assez différentes. On entend un objet scientifique, on entend des méthodologies, et puis effectivement également un outil d'organisation de la recherche, en fait un outil académique. Et donc dans la réflexion, il faudra toujours penser à bien distinguer ces trois points. Et puis un dernier élément qui vient d'être apporté
par Pierre Cyril qui me paraît absolument essentielle. C'est la question de l'opposition entre terrain et montée en généralité, qui est une question qui est au fond transversale à ces trois objets dont je viens de parler, c'est-à-dire les études globales, les études sur la France et les études sur les aires culturelles. Et il y a, je crois, vraiment des articulations, des interactions à poser entre ces trois pôles, ces trois pointes d'un même triangle. Merci. Peut-être pour l'INALCO, Marie-Caroline Saglio. Oui, merci beaucoup. Je me joins bien sûr à mes collègues pour vous remercier de ce colloque et rappeler qu'un certain nombre de choses que vous posez aujourd'hui ont déjà été introduites hier. Les SHS en particulier, puisque nous finissons par avoir à définir aussi bien les aires culturelles que ce qu'on entend par sciences humaines et sociales. On l'a bien vu, elles-mêmes ont des frontières mouvantes. Hein. Vous venez de parler ici au Langso, par exemple. Nous avons sous ce terme de civilisation très large, sujet à caution, séparé quelque part les langues, les langues et linguistiques, la littérature, et puis les SHS proprement dites, qui couvriraient le reste. Mais que couvre-t-elle finalement? Beaucoup de disciplines, également peut-être la notion d'interdisciplinarité qui est là. Et je crois qu'on a beaucoup dit hier qu'on devait se décentrer. Si vous allez à l'université de Bombay, vous verrez que sous le département art, eh bien, il y a les sciences sociales, et dans les sciences sociales, il y a les études africaines, il y a l'anthropologie, et il y a par exemple la psychologie. Donc on est dans une vraie réflexion, même si on est dans un autre système universitaire. Je crois aussi que ce qui est apparu très fort hier, c'est l'inscription régionale et la question de la langue. Alors nous, au Langso, on part de la langue, donc on part d'un certain localisme, et on doit retrouver la dynamique globale dont vous parlez à travers un certain nombre d'outils ou de dynamiques. Autrement dit, nous ne pouvons pas penser les aires culturelles en termes fixes, nous sommes obligés de les penser par contact, nous sommes obligés de les penser par échange, et c'est vraiment, je crois, comme ça que nous pouvons proposer au niveau de l'enseignement et au niveau de la recherche une pensée dynamique et contemporaine, et rattachée à cette question de la globalisation comme vous la posez. Effectivement, si on pense aujourd'hui plus dans un temps court, dans un espace rétréci, autour de flux, des flux digitaux, vous avez parlé de la numérisation dans vos questions hier, autour des flux de migration, des flux de production, eh bien tous ces éléments suppose d'être pensé avec des outils. Les deux outils qu'on a vu revenir beaucoup hier également, la question c'est le comparatisme, je crois, et l'interdisciplinarité qui sont ici des maîtres mots pour penser ce rapport au global à partir d'une pensée, chez nous en tout cas à l'INALCO, qui serait celle d'une inscription locale. Olivier Bouin. Merci. Je crois que vous aviez eu une discussion par rapport au Collège d'études mondiales et vous aviez préféré cette expression au Collège d'études globales. Oui, je vais y revenir. Même. Moi aussi, je me joins évidemment aux remerciements. Je pense que c'est très opportun d'avoir cette discussion aujourd'hui parce que les phénomènes de mondialisation ou de globalisation, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose, on a peut-être l'occasion de sémantiser un tout petit peu les choses, mais posent de nouveau la question des aires culturelles. Et je voudrais juste indiquer que je n'interviens pas simplement comme directeur du collège ou co-directeur avec Michel Vivorca du Collège d'études mondiales, mais également comme directeur d'un réseau français et européen d'instituts d'études avancées. Et puis également, je m'occupe depuis 2 ans maintenant de l'internationalisation Alliance Athéna, qui permet d'avoir une vision un peu globale pour le coup au niveau français de ce qui est en train de se passer. Alors, quand on est en 4e position, généralement, comme on dit, tout ce qui est intéressant a déjà été dit. Je voudrais juste préciser 2-3 choses qui ont été déjà évoquées. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pour reprendre la manière dont vous avez posé la question, clivage ou articulation, c'est évidemment articulation, et je voudrais articulation entre le travail qui peut être fait sur des aires culturelles. Et là encore, je sais qu'hier, la discussion sur la définition des aires culturelles, est-ce que c'est une définition justement culturaliste, est-ce que c'est ethnographique, est-ce que c'est géographique, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est des dimensions diverses et variées qui viennent questionner. Moi, j'aime bien alors c'est peut-être mon prix ou ma vision souvent un peu américano-centrée de certaines choses, mais j'aime bien le concept équivalent de area studies. Dans les studies, on comprend que de toute façon, c'est profondément pluridisciplinaire à la base.
C'est-à-dire qu'après, on a vu depuis 40 ans, 50 ans dans les campus américains émerger tout ce qui était de l'ordre des studies, qui n'était pas justement dans les disciplines. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Cyril, avec ce que tu as dit, qu'un certain nombre de disciplines ne sont pas en lien réellement avec des aires culturelles. On travaille sur des style as facts, on travaille sur des faits stylisés, on modélise, on est déjà à un niveau de généralité, même si effectivement on articule ensuite avec le monde réel, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de disciplines qui ne sont pas, on ne pourrait pas parler d'une physique ou d'une biologie qui serait particulièrement africaine ou indienne ou chinoise. Et donc, il faut toujours faire attention à cette tension. Mais dans les Area Studies, il y a cette double dimension que je trouve intéressante, de la pluridisciplinarité. Je pense qu'il faut faire attention quand on parle de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité. Je parlerai plutôt ici de pluridisciplinarité et également la dimension comparatiste que vous avez évoquée. La dimension comparatiste, elle est importante parce qu'aujourd'hui, et pour reprendre ce que disait François-Joseph sur la structuration des aires culturelles, on est souvent sur des continents. Et par définition, alors qu'est-ce qui rapprocherait, si je prends un des grands organisateurs de cette réunion, l'Institut des Amériques, oui, c'est une aire culturelle. Enfin, on ne peut pas quand même dire que ce qui se passe en Gaspésie est la même chose que ce qui se passe en Patagonie et que les éléments convergents sont supérieurs aux éléments éventuellement de divergence, sauf à appartenir à un bloc continental géographiquement défini. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette dimension des area studies qui justement sont à la fois, je dirais presque par construction pluridisciplinaire, parce qu'elles convoquent dans le champ des sciences humaines et sociales, en incluant les disciplines artistiques, une compréhension d'un certain nombre de phénomènes qui se passent dans un ensemble géographique ou culturellement défini, et elles sont souvent comparatistes parce que justement, à l'intérieur de l'Institut des Amériques ou du GIS-Afrique ou du continent africain, évidemment, les questions ne se posent pas exactement de la même manière. Les présupposés culturels, économiques, sociaux sont très importants et évidemment, on est déjà par nature dans une dimension comparatiste. Et je pense que le passage au global, ou ce que nous on essaye de promouvoir dans le cadre du Collège d'études mondiales, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi on ne l'a pas appelé Collège d'études globales immédiatement, c'est justement, on peut s'appuyer sur cette force finalement des area studies ou de la réflexion sur les aires culturelles, parce que quand on pense global, on va penser de toute façon pluridisciplinaire, on va penser comparatiste, on va peut-être ajouter une ou deux autres dimensions pour justement tenter de penser global, mais il y a une vraie possibilité d'entente entre ce qui émane des aires culturelles ou des area studies et une tentative de pensée globale. Parce que ce travail pluridisciplinaire, ce travail comparatiste, il est déjà au cœur de ce qui se passe de la réflexion dans le cadre des aires culturelles, et que donc la montée en généralité, elle est possible parce qu'elle est déjà, je dirais presque intrinsèquement inscrite dans l'ADN des aires culturelles ou des area studies. Ce qu'il s'agit, c'est évidemment maintenant de réfléchir à l'articulation entre ce qui est produit sur des aires culturelles et ce qui est réfléchi au niveau mondial ou global. Merci. Alors, pour prolonger cette question de l'interdisciplinarité, on peut quand même observer qu'en pratique, cette interdisciplinarité n'est pas toujours au rendez-vous. Comment on fait travailler un économiste? Alors, vous l'avez dit, Pierre Surlocker, comment on fait travailler un économiste et un linguiste, par exemple, dans les aires culturelles? Alors, d'un point de vue internaliste, ça existe. Il y a un certain nombre de travaux de linguistes qui ont utilisé les raisonnements économiques pour faire une économie linguistique. Je pense à Martinet, et pour expliquer que on a donc des mécanismes d'économie sur le plan phonétique articulatoire. Pourquoi on dit je vais voir mon médecin et pas mon médecin? Bon, on a un assourdissement de la dentale de médecin, mais sur le plan externaliste, d'un point de vue externaliste, ça paraît toujours difficile de randomiser la variable culturelle dans les modèles économétriques. Certaines disciplines de l'économie, là je pense aux sciences de gestion, l'ont fait, mais en macroéconomie, c'est quand même assez complexe, assez rare en tout cas. On découvre aujourd'hui, ou en tout cas on met l'accent sur les spécificités du capitalisme chinois, par exemple, mais
ça reste encore assez lacunaire de ce point de vue, peut-être. Brièvement sur ce point, je pense qu'il y a eu une tension, y compris au sein de l'économie, mais je pense qu'elle est représentative d'autres disciplines qui ne le discutent peut-être pas tant, parce que l'économie se veut spontanément universaliste avec des théories valables indépendamment du temps et de l'espace, y compris du temps donc. Comme c'est extrêmement explicite, la réaction est beaucoup plus claire que dans d'autres domaines où les affirmations universalistes sont moins explicites. Mais je pense que donc ça vaut pour d'autres disciplines aussi. Il y a eu des tentatives de réaction en économie pour placer l'accent sur le caractère systémique des interactions à des échelles locales, régionales, nationales, continentales. Et ces tentatives sont systématiquement balayées. C'est-à-dire qu'elles émergent régulièrement parce qu'il y a une forme d'absurdité à prétendre imposer le fonctionnement du capitalisme américain comme la seule norme de tous les pays du monde. Et en même temps, les objections sont finalement intégrées et ne constituent pas un corps disciplinaire autonome. C'est une histoire récurrente. Je pense que ça dit quelque chose d'intéressant sur les principes épistémologiques de cette discipline. Je pense que ce n'est pas l'objet ici. Mais pour ce qui nous concerne, ça dit aussi quelque chose sur la manière dont les scientifiques dans tous les pays et les gouvernements, qui sont les commanditaires des travaux des économistes, et pas seulement des économistes dans un certain nombre de pays, veulent avoir aussi recours à des principes universels, ou en tout cas des principes extérieurs à une validité exclusivement locale. Parce que je suis suffisamment d'une institution qui se réclame de ces spécificités pour savoir que ça a ses limites comme exercice. Et justement, je vous posais la question parce qu'à l'école des hautes études, à ses origines, on avait clairement la division aire culturelle et à côté l'économie, qui était en dehors du coup de la division aire culturelle. Oui. Et nous avons aboli les divisions. Alors, toujours dans l'interdisciplinarité, à l'INALCO, une des caractéristiques, vous l'avez dit, c'est que le pôle civilisation est un socle disciplinaire très important. Et il est constitué sur l'objet et pas systématiquement sur des disciplines. On est spécialiste de la civilisation de l'Asie, en étant tout à la fois anthropologue ou sociologue ou ethnologue, mais on est d'abord un civilisationniste. Oui, c'est une division entre les enseignants de langue et les enseignants de civilisation. Qui a dû être redéfinie parce que dans le paysage universitaire, pour nos étudiants, on ne peut pas ne pas définir et clarifier ce qu'on propose, parce que je pense aussi qu'au niveau de l'enseignant-chercheur, lui ne peut que s'approprier une discipline avec ses instruments, ses méthodes, et voilà, il faut partir d'un port clairement défini. Donc depuis une quinzaine d'années, je crois, il y a eu un fléchage et une volonté de préciser un peu les disciplines qui étaient enseignées à l'INALCO derrière ce titre de enseignant de civilisation, si vous voulez. Autrement dit, bon, ça c'est un vieux débat autour de qu'est-ce que sont les civilisationnistes et puis quelle est leur appréhension finalement de ces mondes autres. Donc on a gardé quand même cette appellation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est historien, on est ethnologue, on est géographe, et cette clarification a été extrêmement utile. Ça nous a permis aussi d'ouvrir notre offre de manière beaucoup plus, je pense, claire pour nos étudiants et structurée. Voilà. Donc ça, même si on a gardé cette appellation à nouveau sujette à caution, civilisation orientale a fortiori. Voilà une deuxième difficulté, mais qu'on a gardé sciemment. On a posé la question de l'économie. Nous, c'est vrai qu'à l'INALCO, nous avons évidemment un enseignement d'économie. Les dernières propositions, du reste, ont été
des propositions de postes d'économie et de sociologie du développement, par exemple, pour vous montrer aussi cet ancrage, et un ancrage souvent transversal, en essayant de choisir des aires culturelles extrêmement larges pour pouvoir poser nos questions. Et la plupart des disciplines que nous enseignons sont quand même des disciplines qui sont, elles, ancrées, contrairement à l'économie, hein, qui sont absolument ancrées sur un terrain. Je pense évidemment à l'ethnologie. Je pense également à la géographie. Enfin, donc on aborde la question d'une manière finalement inverse de celle dont on vient de parler. Et une des possibilités d'en sortir et d'être un peu plus général, c'est à nouveau le comparatisme dont on a parlé et ce qu'on appelle, nous, la transversalité, c'est-à-dire d'avoir des approches qui transversalisent les aires à partir des disciplines. Olivier Boin, l'interdisciplinarité au Collège d'études mondiales se fait de quelle manière? Nous, c'est très différent puisqu'on n'a pas de recherche, de chercheurs, disons, fixes chez nous. Donc, ce sont des chaires. Labos, ni dans des disciplines. Donc on travaille sur des objets de recherche. Et là, ça permet immédiatement de résoudre toute une série de questions parce qu'effectivement, l'objet de recherche va convoquer un certain nombre de disciplines et va éventuellement convoquer un certain nombre d'aires culturelles ou donc les transversaliser, comme vous dites. Et ça, c'est un petit peu le credo qu'on a au collège, c'est de travailler sur un certain nombre d'objets de recherche qui, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation à transversaliser nécessairement, et pour penser justement global, il n'est pas nécessaire de penser mondial. Et justement, je pense qu'il y a une différence, et on était récemment à Princeton sur un gros colloque avec Michel sur la globalisation des sciences sociales, et on voit que finalement, ce qui pouvait apparaître comme une curiosité linguistique, le fait qu'il y ait deux mots en français pour un mot en anglais qui serait globalization, qui donnerait mondialisation ou globalisation. Alors, ça n'a peut-être pas été très très bien sémantisé en France en tout cas, mais il y a une différence, en tout cas nous on en voit une, entre ce qui relèverait d'une logique de mondialisation, c'est-à-dire qui mettrait vraiment le primat sur la connexion entre les phénomènes sur des aires culturelles ou des aires géographiques différentes par l'intermédiaire de processus économiques, migratoires, sociaux, politiques, qui viendraient connecter ces différents endroits, on pourrait dire du globe, et là évidemment on tomberait dans le piège en disant mais finalement globalisation dans sa racine veut dire un peu la même chose que mondialisation. Mais je pense qu'on a intérêt à sémantiser la mondialisation comme un phénomène ou des phénomènes qui peuvent s'inscrire dans une transversalité pour le coup intergéographique ou qui vient convoquer plusieurs espaces géographiques dans le monde parce que les phénomènes sont connectés de manière croissante. Et puis la globalisation qui ne nécessite pas forcément de penser à l'échelle mondiale, mais de penser sur plusieurs échelles, en partant du plus petit, c'est-à-dire l'individu, l'intime, la subjectivité, jusqu'à des échelles qui ne sont pas forcément des échelles mondiales, mais qui peuvent être des échelles globales parce qu'elles, justement, elles vont tenter d'épuiser les différents niveaux d'analyse qui peuvent être différentes approches et méthodologies pluridisciplinaires, plusieurs aires culturelles, mais également plusieurs niveaux d'analyse qui seraient liés à plusieurs niveaux d'acteurs qui pourraient être donc un individu, une famille, un village, une ville, une région, un pays, et éventuellement le monde. Et c'est là où on essaye de sémantiser un tout petit peu les choses, mais on n'impose rien évidemment à nos chercheurs, enfin aux chercheurs qui viennent porter des projets chez nous dans le cadre du Collège d'études mondiales. C'est justement en fonction de l'objet de recherche que vont être convoqués un certain nombre de disciplines, un certain nombre d'aires et un certain nombre de niveaux d'analyse. Et c'est ça qu'on essaye de préciser. Juste pour terminer sur ce point-là, par une petite boutade en citant mon collègue et ami Alain Péraube, justement sur ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'on l'interrogeait, c'est le spécialiste de la Chine, la linguistique principalement, mais qui maintenant est amené
à conférencer sur la Chine un peu tous azimuts, et quand on lui posait la question mais pourquoi jusque dans les années 80 la Chine avait un retard de croissance par rapport à un certain nombre, évidemment les 4 anciens dragons, mais également des pays du sous-continent indien et autres, il disait beaucoup d'analystes disaient c'est la tradition confucéenne qui expliquait le retard de développement ou la moindre croissance. Et puis quand on regarde maintenant, c'est quand même l'épisode de croissance le plus important, et les historiens économiques qui ont travaillé sur la très longue période depuis 2000 ou 2500 ans, même si on peut, évidemment, il y a beaucoup de réserves méthodologiques à tous ces travaux, mais ils disent c'est peut-être l'épisode de croissance le plus rapide et le plus long de l'histoire peut-être de l'humanité, quand il y a un certain nombre de personnes qui disent oui mais ça c'est la tradition confucéenne. Donc il faut faire attention à culturaliser des grands phénomènes en disant finalement ce qui devait expliquer un retard de croissance ou presque une impossibilité de croissance d'un espace comme la Chine qui serait lié à des valeurs ou à des traditions culturelles, aujourd'hui serait un élément d'explication du succès absolument incomparable, en tout cas dans l'histoire économique récente, du succès chinois. Donc il faut vraiment faire attention à l'utilisation de ces variables culturelles. Oui, bien sûr. Ça fait partie effectivement des dérives culturalistes dans les approches dites dures en sciences sociales, en sciences humaines et sociales. Et effectivement, on a l'asiatisme, on a l'africanisme aussi, hein, on a l'indianisme. Donc tous ces mouvements qui extrapolent et qui caricaturent. Bien sûr, ça existe. Alors, un autre aspect de ces questions, l'interdisciplinarité constitue un des axes prioritaires de vos institutions, et s'ajoutent 2 autres axes, à savoir l'internationalisation et le numérique, hein, qui sont présentés, je crois, aussi bien à l'École des hautes études en sciences sociales qu'à la Fondation de la Maison des sciences de l'homme ou à l'INALCO et au CNRS comme des axes prioritaires pour les sciences humaines et sociales. Alors, si on reste dans cette logique d'extirper une problématique spécifique aux aires culturelles, comment ces axes prioritaires, donc on a parlé de l'interdisciplinarité, comment ces axes prioritaires se déploient pour les aires culturelles, et notamment, je pense, au numérique. Peut-être, oui. Je vous réponds parce que de ce point de vue-là, l'INALCO est en train de développer une de ses forces à travers la langue, qui est sa première force, hein, et qui a développé depuis une vingtaine d'années des laboratoires et un enseignement en licence et en master du traitement numérique des langues. Et à partir donc d'une numérisation et d'un traitement numérique de ces langues et des laboratoires d'excellence, finalement on fait de l'anthropologie et on fait de l'interculturel. Lorsque par exemple on étudie les discours sur le VIH au Vietnam et en France, sur les forums ou entre médecins, eh bien on peut faire ressortir des éléments de psychopathologie, on peut faire ressortir des éléments d'anthropologie autour du tabou, on peut... Lorsque on étudie le discours des adolescents et l'obésité en traitement automatique des langues, on fait également ressortir un certain nombre de choses. Donc c'est juste un exemple pour montrer à quel point ces 3 priorités qui sont le numérique, qui sont l'interdisciplinarité et qui sont également l'internationalisation, je crois que des propositions ou comme celle des Langso, mais comme celle aussi d'autres labos. Du reste, j'appartiens à un labo Paris 7, INALCO et IRD, qui est un labo qui s'appelle Sciences sociales des mondes africains, américains et asiatiques. Donc il y a cette volonté de structurer en même temps, d'articuler aire culturelle et discipline. Je crois que lorsqu'il y a ces propositions-là, il y a vraiment, cette articulation permet vraiment de répondre à l'internationalisation, aux nouveaux défis numériques, puisqu'on a des outils absolument extraordinaires, et bien sûr à la question interdisciplinaire. Je suis du reste tout à fait d'accord sur la différence que vous faites entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Ce n'est pas la même chose. À travers ces nouveaux défis, on peut faire de l'interdisciplinarité, je crois. Juste sur le deuxième point, sur l'internationalisation, je pense qu'il y a une dimension qui est très importante,
c'est et ça je pense que tout le monde en conviendra, c'est de passer du travailler sur au travailler avec. Et je pense que ça, c'est une manière d'internationaliser, en reprenant ce que tu disais tout à l'heure, en intégrant la France, c'est-à-dire de réfléchir avec les partenaires scientifiques qui sont dans ces aires culturelles et de travailler non plus sur ce qui a été une démarche qui a structuré aussi la compréhension de ces aires culturelles pendant un moment, on va dire jusqu'à une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années en fonction à la fois des aires culturelles et des pays qui ont pratiqué ce travail sur les aires culturelles, mais un travailler avec. Et nous, ça nous intéresse à la Fondation Maison et Sciences de l'Homme de travailler avec. Alors, donc, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'impacter ou d'hybrider, enfin de faire en sorte qu'il y ait un échange entre les épistémologies qui peuvent être portées, et ça on le voit alors au Collège d'études mondiales, mais aussi beaucoup dans certains instituts d'études avancées, comme celui de Nantes par exemple, qui travaille sur le socle dogmatique des sociétés et qui convoque des juristes, des philosophes, des artistes, puisqu'ils pensent, et des experts des religions, pour regarder avec le droit, l'esthétique et le religieux comment se structurent les socles dogmatiques des sociétés dans différents endroits du globe. Et là, évidemment, on est immédiatement dans un... Alors, je pense qu'il y en a assez de parler de décentrement. C'est vraiment l'idée de travailler avec et de réfléchir avec des collègues indiens, avec des collègues sud-africains, brésiliens, iraniens, de poser les questions. Alors nous, on appellerait ça de manière peut-être globale, c'est-à-dire en essayant de convoquer d'autres manières de percevoir à la fois les objets et les méthodologies, les épistémologies. Et je pense que c'est par cette manière-là qu'on essaye d'internationaliser internationaliser la recherche française pour justement l'ouvrir plus encore par ce mode spécifique de collaboration avec les chercheurs étrangers. Oui, Pierre Lecœur. Oui, parce que juste dans la continuité de ce que dit Olivier Bois, je crois qu'effectivement c'est un défi et pour le titiller un petit peu, je dirais, c'est effectivement en un sens très bien de le faire de manière expérimentale comme c'est fait à la MSH, etc. La difficulté, c'est de le transformer en quelque chose de structurel. C'est-à-dire que avoir des collègues qui travaillent avec d'autres collègues, évidemment, ça n'est jamais si facile et il faut le faciliter et il faut aider. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose de structurel. Et à cet égard, il y a deux expériences qu'on a eues récemment à l'EHESS qui me semblent être intéressantes, qui sont différentes. La première, c'est ce qui était le centre de recherche interdisciplinaire sur l'Allemagne, qui est devenu le centre Georg Simmel de recherche franco-allemande en sciences sociales. C'est exactement ça, mais de manière structurelle, un laboratoire qui passe de l'étude d'une société à l'étude avec des collègues allemands. Il y en a dans le centre, il y en a aussi beaucoup qui ont travaillé dans les institutions françaises en Allemagne, et il y a des collaborations tellement étroites qu'effectivement ils peuvent travailler avec des Allemands sur des objets qui quelquefois d'ailleurs sont non seulement, pas seulement franco-allemands, mais pas seulement européens. Et il y a un vrai développement là-dessus. Je ne sais pas très bien vers quoi ça va, parce qu'on finit par se demander quelle est leur spécificité, mais en même temps, ça fonctionne et ça produit une recherche assez originale et pertinente. Le deuxième exemple, c'est la Fondation France-Japon de l'EHESS, qui a été créée par Sébastien Le Chevalier, qui est ici présent, qui est parti de l'idée qu'il ne fallait pas seulement travailler sur le Japon, ni même avec des collègues japonais en allant là-bas exceptionnellement, mais tisser réellement des outils de rapprochement régulier et intense, ce qui n'est pas facile vu la distance et le coût, et qui a obtenu des soutiens institutionnels publics et privés pour monter des programmes de recherche communs entre les uns et les autres. Je crois que ce sont deux pistes qui doivent être parmi celles qui nous permettent de penser de nouveaux modes de structuration de la recherche avec des communautés d'autres pays.
des comparatismes, la tension entre la généralisation et les spécificités locales, et ainsi de suite. Oui, au CNRS, ces structures existent, François-Joseph Ruggiu. C'est pas simplement des juxtapositions de partenaires. Il y a une production conjointe, me semble-t-il. Oui, je voudrais revenir un instant sur l'exemple du centre Georg Simmel, qui est vraiment un excellent exemple, puisque effectivement on voit comment ce centre, en effectuant la mue que tu as décrite, est aussi devenu un centre beaucoup plus pluridisciplinaire en fait qu'il ne l'était, puisque de sa base c'était plutôt histoire, philosophie. Et maintenant, il s'est ouvert à d'autres disciplines, en particulier la musicologie. Je crois que c'est un mouvement tout à fait la sociologie, un mouvement tout à fait important. Je crois que c'est vraiment un excellent exemple. Alors, les trois priorités que vous avez rappelées sont effectivement celles de l'INSHS, sont ces priorités transversales, à côté d'un ensemble d'autres priorités thématiques. Alors, c'est vrai que nous faisons une distinction qui est très claire et très simple entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Nous considérons comme pluridisciplinarité tous les échanges entre les disciplines à l'intérieur des SHS et l'interdisciplinarité comme tous les échanges avec les disciplines autres que les SHS. Et c'est une position qui concerne l'ensemble en fait, du CNRS, le CNRS interdisciplinaire entre toutes ces disciplines. Bon, sur la question de l'internationalisation, effectivement, le CNRS a la chance de disposer d'outils qui sont tout à fait performants dans ce domaine par le biais de ces UMIFRE. Des UMIFRE en partenariat avec le MAE, qui couvrent une bonne partie de la planète, avec des points forts, en particulier en Asie et en Afrique. Et également ces UMI, en fait, les unités mixtes internationales, il y en a actuellement 3, qui sont exactement le pendant du centre Georg Simmel, mais placés en partenariat avec une université étrangère. Il y a eu une UMI à Los Angeles, une autre avec Dakar, et le lieu de la troisième m'échappe à l'instant. Alors, c'est Tucson. C'est Los Angeles, Tucson et Dakar. Alors, la question de l'internationalisation est vraiment centrale. Et encore une fois, elle doit s'entendre différemment selon les éléments du triangle que j'ai rappelé tout à l'heure. En fait, les aires culturelles sont internationalisées par essence. Évidemment, les terrains sont internationaux. Ce qui a un coût, c'est un coût pour les personnels qui se rendent sur ces terrains, c'est un coût pour les institutions qui doivent financer. Et ça, je crois que le CNRS, très clairement, avec ses partenaires, en mettant cette priorité vers les aires culturelles, mais également les moyens qui permettent aux recherches dans ce domaine de se développer. Mais il y a un deuxième aspect qu'il faut rappeler, c'est une situation quand même plus compliquée, c'est aussi celle du lien qui est fait avec les communautés scientifiques des pays sur lesquels nos collègues travaillent. Et ça renvoie à la fonction de médiation en fait, qu'ont les unités, qu'ont les UMR et les unités qui travaillent en aire culturelle. Nos collègues, au fond, sont toujours placés dans une situation qui est un peu complexe, double, d'être à la fois tournés vers les communautés des pays dans lesquels ils travaillent, bon, les États-Unis, les pays d'Afrique, la Chine, et d'être tournés aussi vers leur communauté d'origine, c'est-à-dire les chercheurs qui sont basés en France. Et je crois que c'est une position qui est difficile à tenir. Nous voyons bien que certains de nos collègues finissent par s'intégrer pratiquement complètement à la communauté scientifique du pays sur lequel ils travaillent. D'autres, au contraire, restent profondément ancrés dans la communauté scientifique française, à tel point que souvent, d'ailleurs, ils ne publient que dans des revues qui sont des revues françaises tournées vers nos propres communautés. Et donc là, il y a un équilibre à tenir, et la réflexion sur les aires culturelles doit aider nos collègues à trouver le bon équilibre, selon le stade de leur carrière, selon leur propre désir, mais le bon équilibre entre ces deux dimensions. Et pour nous, j'y reviens, l'internationalisation, ça a une troisième dimension qui est, encore une fois, l'internationalisation des chercheurs qui travaillent sur la France. Et là, nos collègues des aires culturelles
ont aussi un rôle à jouer. Effectivement, il ne s'agit pas simplement d'aller travailler sur la Révolution française avec des collègues qui sont spécialistes au Japon ou spécialistes aux États-Unis de la Révolution française, mais il s'agit d'aider les collègues de la Révolution française à travailler avec des spécialistes de Chine ou du Japon sur des sujets de même nature. C'est les aider à formuler leurs questions dans une conjoncture, dans des problématiques, dans des formulations qui vont être intelligibles par les collègues des communautés américaines, asiatiques, africaines. Et là, il y a vraiment un défi, et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que doivent se tisser les liens entre les spécialistes des aires culturelles et les spécialistes de la France. Et on voit bien que certains de nos collègues d'aires culturelles choisissent parfois très volontairement d'entrer dans des unités qui sont des unités disciplinaires, qui sont des unités généralistes, pour aller au contact de nos collègues spécialistes de la France, spécialistes de l'Europe, comme on voit des collègues spécialistes de la France ou de l'Europe tenter à un moment de leur carrière, de changer de terrain, d'aller vers des terrains qui sont différents. Et je crois que là, il y a une fertilisation mutuelle qui est extrêmement féconde et que, en tout cas, le CNRS cherche vraiment à développer. Alors, quid du numérique? Parce qu'on a parlé du numérique sur le plan didactique, comme outil d'apprentissage des langues, mais un certain nombre de cultures, notamment des cultures orales, quelle que soit l'ère d'ailleurs, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs, attendent beaucoup de ces technologies, pas seulement pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche, et notamment pour saisir des choses, des faits, des gestes qu'on ne saisit pas à l'écrit, justement parce que ces cultures sont orales. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle des projets de type portail où on numérise ce genre de données en vue de la recherche? J'ai envie de réagir en disant simplement que je ne vois pas ce que le numérique apporte de spécifique aux aires culturelles et de nouveau en la matière. C'est-à-dire que il y a des transformations. Il y a du film anthropologique depuis des décennies. Ce n'est pas une chose qui est bouleversée. Le fait qu'effectivement, on peut les stocker, on peut les diffuser d'une manière améliorée, on peut les étudier avec des nouveaux outils, mais ces outils ne sont pas spécifiques aux aires culturelles. Ils sont éventuellement utiles, peut-être dans certains cas particulièrement utiles à des chercheurs travaillant sur les aires culturelles, mais j'ai du mal à penser qu'ils soient spécifiques aux études des aires culturelles. Mais peut-être que mes collègues ont d'autres points de vue là-dessus. Oui, effectivement, la question du numérique, ce n'est pas une question de mise à disposition de données. Effectivement, naturellement, c'est la préparation, la mise en place de grands corpus, de grandes bases de données, mais ça n'est pas simplement cela. Et même si c'était cela, en ce qui concerne les études sur les pays extra-européens, ça serait peut-être même un tout petit peu dangereux de se dire que, puisqu'on a les données à disposition parce qu'elles ont été numérisées sur tel et tel portail de grands pays scientifiques, il n'y a plus besoin de se déplacer, il n'y a plus besoin d'aller sur le terrain. Je crois que ça serait tout à fait catastrophique. Le numérique, profondément, c'est une transformation des pratiques de recherche. Le numérique remplit pleinement sa fonction lorsqu'il transforme réellement les pratiques des chercheurs. Et là, effectivement, il n'y a pas de différence entre les recherches sur la France, les recherches sur l'Europe, les recherches sur les aires culturelles. Et du point de vue du CNRS, les outils qui sont à disposition, je pense en particulier au TGR ou Manoum, ne font pas de distinction entre les projets qui viennent sur la France ou sur les aires culturelles. Alors, autre volet, et peut-être le dernier, concernant la spécificité de la problématique aire culturelle. On a eu ces dernières années un regroupement, pour diverses raisons, de visibilité, mais pas seulement, des unités de recherche. Et parfois, ces regroupements ont pu poser des difficultés, justement, sur le plan de la pluridisciplinarité. Est-ce qu'il y a un bilan de produits ou des remontées sur les dysfonctionnements ou sur les difficultés qu'on a pu rencontrer au moment de ces regroupements d'unités?
question à François-Joseph Rudu. La question, c'est est-ce qu'il y a un bilan ou est-ce qu'il faut que je le fasse immédiatement? C'est ça, là. Est-ce que j'imagine qu'il y a des choses qui ont pu Non, être remontées et je dont on peut pense que tirer. les bilans sont justement en cours et c'est une des fonctions de ces groupements d'intérêt scientifique dont on a parlé et qui vont prendre la parole dans quelques instants devant vous. C'est justement de faire ça fait partie de leurs objectifs, de produire des rapports, en fait, des livres blancs qui vont faire le point d'une dizaine, quinzaine d'années d'évolution des unités dans ce domaine. Encore une fois, les aires culturelles, c'est un outil académique. C'est un outil académique, c'est en partie un outil académique, qui fonctionne selon à la fois l'énergie, la bonne volonté et l'intérêt que les chercheurs veulent bien y mettre, veulent bien y consacrer. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemples d'échecs des regroupements d'unités auxquels vous faites allusion. Je crois que J'ai pas parlé d'échec, hein. le paysage académique, en tout cas du point de vue du CNRS, de ces UMR, ne fait pas apparaître d'échecs majeurs. Qu'il y ait des rigidités qui soient liées à l'organisation en aire culturelle, ça c'est une réalité. Pour laquelle à laquelle nos collègues cherchent à trouver des solutions. Mais je pense que le paysage tel qu'il est organisé actuellement fonctionne de manière relativement satisfaisante et donne des recherches qui sont quand même des recherches d'une extrême qualité. Je crois que la France, là, sur ce plan-là, du point de vue international, garde un leadership dans tout un ensemble de domaines par rapport à d'autres communautés scientifiques. Et on ne peut pas ne pas penser que l'organisation académique n'y soit pour rien. Donc, ces restructurations sont liées souvent à des problèmes qui sont des problèmes conjoncturels. Elles continueront vraisemblablement à se faire parce que les organismes de recherche et les structures de recherche sont vraiment des organismes vivants. Je crois que il n'y a pas d'état stable. Je ne crois pas qu'il y ait d'état stable en fait des organismes de recherche, des structures de recherche. Elles sont en perpétuelle évolution et c'est, je crois profondément, une de leurs forces. Voilà, je ne sais pas si Pierre-Cyril, tu as... Oui, je peux peut-être dire un mot là-dessus. Moi, ce qui me... Bon, je suis d'accord que les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur doivent évoluer. Ce que je ne sais pas, c'est si les modes de structuration évoluent spontanément ou si au contraire, ils ont une tendance à l'immobilisme qu'il faut contrecarrer. Ça dépend probablement des cas. Bon. Moi, ce que j'observe et qui m'interroge, c'est qu'à l'école des hautes études, qui est probablement un des lieux, après l'INALCO évidemment, dans lequel les aires culturelles ont été le plus importantes en termes de structuration de l'établissement lui-même, à peu près 20-25% des chercheurs, des doctorants, des enseignants, etc., qui sont dans des centres qui s'appellent aires culturelles. Mais il y a de l'ordre de la moitié des travaux qui portent sur des aires culturelles non européennes. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des aires culturelles extra-européennes pour lesquelles ça ne fait pas partie de l'appellation de leur centre et qui ne s'en réclament pas et ne souhaitent pas s'en réclamer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas au congrès des spécialistes Donc il y a une espèce de double, au moins, forme de structuration, l'une par les aires culturelles auxquelles s'identifient un certain nombre de chercheurs, et je pense que c'est légitime, une autre par soit des thématiques de recherche, soit des disciplines, qui a sa légitimité aussi. Et pour moi, le défi, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas enfermés dans l'un des deux, et qu'ils puissent circuler et bénéficier des avantages des deux types de structuration simultanément. Je pense que c'est possible, c'est néanmoins pas forcément facilité par des structures d'organisation qui spontanément favorisent le travail en interne avec des collègues proches plus que le travail externe.
Et donc, à mon avis, un des défis de nos institutions, c'est de mettre en place des mécanismes qui facilitent ce genre de choses. De la même manière que nous cherchons à faciliter le travail avec des collègues à l'étranger, il faut aussi quelquefois favoriser le travail avec des collègues dans la même ville, voire dans la même institution, avec lesquels ce n'est pas aussi facile que ce que nous pensons, y compris dans une institution construite pour ça comme la mienne. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel dont nous avons tous conscience et sur lequel nous travaillons ensemble avec le CNRS, mais qui peut avoir des effets sur les modes d'organisation que nous avons actuellement. Oui, Marie-Caroline. Oui, de ce point de vue-là, je suis frappée depuis le début du colloque de ce que lorsque nous parlons d'aire culturelle, suivant que nous sommes dans une perspective qui est celle de l'enseignement ou de celle de la recherche ou encore de celle d'une réflexion avec des acteurs publics, privés, autrement dit des décideurs, finalement on ne parle pas de la même chose. Et lorsqu'on parle d'aire culturelle dans l'enseignement, on est obligé de faire des classifications régionales pour présenter quelque chose de cohérent, c'est une première chose. En recherche, on est dans une question beaucoup plus épistémologique. Et puis, lorsque on parle des aires culturelles avec les décideurs, on parle d'aires politiques ou d'aires d'influence, mais on ne parle pas de la même chose. Et je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Cyril, c'est-à-dire que oui, on est en phase de demande, en tout cas lorsqu'on est une institution d'enseignement et de recherche, qui sont spécifiques. Et il me semble que faire jouer cette question disciplinaire culturelle s'impose parce que pour nos étudiants, voilà un mot qu'on a très peu dit hier, mais pour nos étudiants, il faut préciser ça, il faut pouvoir proposer aujourd'hui en France, on est en France, on n'est pas ailleurs, un ancrage disciplinaire fort. C'est quand même aujourd'hui comme ça que se structurent les études universitaires. Ensuite, réussir à l'articuler autour de l'ère culturelle, c'est passionnant. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne pense pas que la question des aires culturelles est seulement une question... je ne pense pas que l'ère culturelle est seulement un outil académique. Oui, bien sûr, c'est un outil académique, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment une question... c'est la fabrique des altérités qui se pose derrière. Et c'est comment on attrape cette question. Donc, c'est pour ça qu'elle est si essentielle. Enfin, c'est pour ça qu'il y a ce débat aujourd'hui. Et il faut bien garder ça en tête. L'ère culturelle n'est pas seulement un outil. C'est plus que ça. C'est un paradigme. Et c'est la question de nous, comment on se positionne. Et c'est pour ça, à nouveau, qu'il me semble que l'INALCO a, de ce point de vue-là, un positionnement un petit peu différent dans le paysage universitaire français, mais qui est un positionnement qui se défend. Tout à fait. Je souscris complètement sur un fabrique des altérités et du regard. Je pense la manière dont on essaie de travailler ces questions, évidemment, nous, on n'a ni étudiants ni chercheurs, donc on est dans une position différente, mais justement, c'est ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que, et je ne le prends pas du tout en mauvaise part, nous, on n'est pas là pour structurer les choses, on est là pour incuber, développer, lancer de nouvelles pistes, lancer des possibilités qui, justement, seraient peut-être plus compliquées à lancer dans des structures ou des organisations ou des institutions qui seraient organisées déjà avec même les deux dimensions, une dimension disciplinaire, une dimension déjà sur des studies, qui auraient donc un certain nombre de centres d'études et après on peut décliner au-delà même des aires culturelles sur des grandes questions contemporaines. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des espaces où, pendant quelques années, un certain nombre de chercheurs français et étrangers peuvent travailler ensemble, trouver éventuellement la modalité de collaboration ou de coopération qui va faire que, ensuite, si c'est viable et que ça produit à la fois non seulement du paradigme mais de la science, ça produit des connaissances, ça produit des savoirs, à ce moment-là, ça peut trouver son écosystème stable dans un état stationnaire. Alors, il n'y a jamais d'état stationnaire, parce que je suis d'accord que les choses sont en perpétuelle évolution. Mais enfin, quand même, si on veut un moment ancrer quelque chose dans une réalité institutionnelle, nous, notre objectif, ce n'est pas de stabiliser en interne ces projets, mais c'est de rendre possible le démarrage de collaborations qui sont parfois plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, notamment au collège, par exemple, je reviens aux objets sur lesquels on travaillait, on lance en ce moment au moins 3 gros projets, un sur sortir de la violence,
un autre sur la santé globale et un troisième sur le progrès social. Évidemment, on s'appuie énormément sur les ressources, on va dire, des aires culturelles ou des savoirs qui proviennent des différentes régions du monde, pour justement avoir une approche et trouver les bons collègues. Et ça, c'est pas forcément tout le temps aussi évident que cela. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une institution comme la Fondation qui, en lien, pas pour elle-même, pas dans un quant à soi, mais en lien avec les institutions qui pourraient éventuellement plus tard porter au terme de l'incubation, les épisodes ou les initiatives qui démontreront leur potentiel et donc leur nécessité de se structurer, je pense que c'est intéressant de pouvoir lancer un certain nombre d'initiatives, parce que comme tu le disais, c'est compliqué, et comme c'est compliqué, ça ne peut pas être structuré immédiatement. Parce que si tu structures immédiatement quelque chose qui est émergent, la probabilité que tu le tues rapidement est quand même très élevée, pour toute une série de raisons qu'on n'a pas le temps de... Donc là, je dirais la flexibilité et la malléabilité d'un outil comme le nôtre, à partir du moment, et c'est ce à quoi je m'emploie depuis quelques années, à partir du moment où c'est pas pour elle-même, mais en lien avec les institutions de recherche, avec les établissements d'enseignement supérieur de recherche, à ce moment-là, on joue un rôle je veux dire positif, puisqu'on a une valeur ajoutée complémentaire par rapport à ce qui est fait. Et j'en reviens vraiment à cette question des objets de recherche. Nous, on part vraiment des souhaits d'un certain nombre de chercheurs de travailler ensemble et d'une difficulté à trouver un espace dans lequel ils pourraient travailler. Je regarde Sébastien, mais on a soutenu à la fois la Fondation depuis 2001, le JSASI, mais également la Fondation franco-japonaise, parce qu'effectivement, ça nous paraît très important comme à la fois en soi et également en soutien d'un certain nombre d'initiatives, parce qu'effectivement, sur les thèmes que je viens d'évoquer, le progrès social, si on a besoin d'un très bon sociologue japonais ou d'un très bon économiste japonais ou d'un très bon historien japonais qui va pouvoir... C'est très important d'avoir les ressources des centres, des chercheurs, des établissements qui ont la capacité à dire, ben voilà, sur les thèmes que vous convoquez, il serait bien de pouvoir associer cet ensemble de chercheurs. Et ça, c'est ce qui nous permet d'essayer d'avoir des objets complexes, mais d'être portés de manière suffisamment flexible pour qu'ensuite ils trouvent leur éventuelle structuration en cas de succès. Bien, alors peut-être pour conclure, parce que le temps imparti est écoulé, et pour faire la transition d'ailleurs avec la prochaine table ronde, mais vous avez un peu répondu, ou en tout cas apporté quelques éléments. Les structures émergentes ne se font pas en un jour. L'EGIS, on a parlé de rapport à l'autre, d'altérité, de rapport aux autres cultures. Et finalement, la question que je me pose, c'est l'EGIS actuellement constitué, cloisonnement ou décloisonnement? Qui veut intervenir? C'est au choix. Oui. Non, mais je pense que nos collègues répondront à cette question justement tout à l'heure. Très clairement, dans les objectifs qui ont été fixés par le CNRS et par les établissements, qui sont les tutelles de ces groupements, et d'ailleurs dont je remercie pour leur engagement, il y a très clairement dans ces objectifs la mission de décloisonner en fait les recherches sur les aires et de tisser des liens entre les GIS de manière à ensuite faciliter les liens entre les chercheurs liés à ces différents GIS. Les GIS, profondément, c'est des structures de réseau, c'est des structures qui sont destinées à réunir des équipes et des collègues, des équipes qui sont pour l'essentiel marquées, tournées vers les aires culturelles, et des collègues qui effectivement sont parfois isolés, pris dans des équipes qui ne sont pas tournées vers les aires culturelles et qui ont besoin de trouver un espace de discussion justement avec les équipes aires culturelles. Et c'est ensuite des réseaux qui peuvent s'interconnecter. Donc là, je crois que la réponse est tout à fait claire dans les principes, et nos collègues nous diront tout à l'heure si dans les faits, mais je sais que c'est le cas dans les faits, cette connexion est réalisée. Et le présent colloque en est une première démarche. Pierre-Cyril Aucoeur, peut-être, pour finir. Oui, je pense que
les GIS sont, pour moi, un mode d'organisation qui est essentiellement destiné aux collègues qui ne sont pas dans des centres spécialisés dans les aires culturelles. Parce que ceux-là, en un sens, ils ont déjà des interlocuteurs, et à partir de ces points forts, ils peuvent facilement se connecter avec le reste des communautés spécialisées en la matière. Je pense qu'au contraire, le GIS est très très nécessaire pour les collègues isolés, c'est-à-dire quelqu'un qui est le seul spécialiste de l'Afrique dans un département d'histoire, de sociologie, etc., quelque part dans une université française, et qui se dit « je veux être en rapport avec les autres spécialistes de l'Afrique », soit dans ma discipline, soit dans d'autres disciplines avec lesquelles je peux vouloir travailler. Donc, à mon avis, c'est un dispositif, disons, dont les objectifs sont principalement non parisiens. Si je voulais dire les choses de manière un peu caricaturale, c'est pas complètement, évidemment, vrai. Et en ce sens, ça n'est pas très éloigné du dispositif qui avait été créé il y a 15 ans à l'EHESS, qui est l'ISM, l'Institut sur l'Islam et le monde musulman, qui, à certains égards, est aussi une structure de réseau qui a par rapport, je pense, au GIS, un objectif supplémentaire qui est de valorisation, de rendre visible pour les communautés non académiques les recherches qui se font, mais qui me semble sinon avoir assez largement aussi cet objectif, disons, de permettre à des chercheurs dispersés qui ont des points communs de se connecter. Si on veut tirer la conséquence de ça une étape au-delà, c'est est-ce que les GIS ou est-ce que les structures comme l'ISM sont destinées à compléter, à se substituer en partie à des dispositifs de structuration en laboratoire d'air culturel, dans la mesure où on a, à ce moment-là, on risque d'avoir sinon deux dispositifs en partie contradictoires. Je pense qu'il y a une réflexion importante à mener là-dessus, c'est quelque chose qui va prendre nécessairement un certain temps. Il y aura certainement des formes hybrides qui apparaîtront. Et la raison très précise pour laquelle moi je considère que ce colloque est particulièrement bienvenu, c'est que pour le HESS, mais pour aussi beaucoup d'autres établissements parisiens et pour le CNRS, nous sommes en train de penser à la manière dont va fonctionner le campus Condorcet. Il sera le plus gros pôle européen de sciences sociales et en particulier sur les aires culturelles. Et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la manière dont vont fonctionner les recherches là-bas et il faut en profiter de ce genre de moments pour faire évoluer nos structures et les rendre les plus efficaces possibles pour les chercheurs. Voilà l'état où j'en suis de ma réflexion et donc je remercie à nouveau les organisateurs pour nous avoir donné l'occasion de débattre de ces questions. Olivier Bouin, peut-être un dernier mot. Oui, 3 brèves remarques. La première, je pense que les GIS, dans la mesure où ils sont organisés de manière continentale, de toute façon, en interne, c'est pas simplement pour les chercheurs isolés, me semble-t-il, et ça on laissera les collègues ensuite en parler. Je pense qu'il y a énormément de dimensions. On peut être spécialiste du Nigeria, c'est pas pour autant qu'on n'est pas intéressé à l'intérieur du même GIS, même si on est déjà dans un labo, on va dire air culturel, c'est intéressant de se retrouver dans un GIS plus grand qui permet de dialoguer avec des collègues. Parce que les aires culturelles, aujourd'hui, on n'est plus à l'échelle de quelques régions, on est sur des GIS continentaux. Donc, Institut des Amériques, je ne vais pas redire ce que je disais tout à l'heure. Donc, je pense, sûrement, après, c'est à eux de dire, mais je pense que ce n'est pas simplement pour les chercheurs isolés, c'est une dimension tout à fait importante. Mais je pense qu'effectivement, à l'intérieur de ces GIS, il y a une dynamique intellectuelle et scientifique, je voudrais souligner ça, qui doit effectivement prévaloir. La deuxième chose, c'est, je pense que ce qui décloisonne le plus, ou ce qui transversalise le plus, ce sont les questions de recherche. Ce sont les thématiques, les objets de recherche. Et c'est que quand on part de la question de l'objet de recherche, c'est valable aussi pour les UMIFRE. Dans la transversalisation, il y a quand même
27 UMIFRE dans le monde, ce qui peut amener à une transversalisation ou enfin, à les faire travailler ensemble. C'est pas du top-down, c'est de dire, bah voilà, on va prendre un sujet de recherche. J'ai discuté déjà plusieurs fois avec un certain nombre de directeurs ou ex-directeurs du MIFRE. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un objet de recherche et puis de regarder effectivement dans les autres éléments du dispositif avec qui on pourrait éventuellement travailler parce que ça serait intéressant, mais sur le plan scientifique et intellectuel, se dire, bah, c'est pour ce travail-là, pour le mener à bien, il faut nécessairement transversaliser. Et donc, ce qui décloisonne, à mon avis, c'est la question de recherche. Et donc, il y a un primat de ces questions-là. La troisième chose, on ne l'a pas évoqué du tout, et je le souligne juste comme ça sera peut-être abordé dans le reste du colloque. J'ai été frappé, puisque dans le cadre de l'Alliance Athéna, je m'occupe du suivi de tous les programmes européens, également tutelle du point de contact national pour le fameux défi 6 des SHS. Et alors, il y a d'autres outils, évidemment, au niveau européen pour financer de la collaboration sur les aires culturelles, mais dans les défis sociétaux, on est quand même frappé de voir la très très faible place qui est accordée à des réflexions liées aux aires culturelles. Si on prend simplement le défi 6, si vous regardez les deux work programs qui sont sortis 2014 et 2015, et comme on travaille en ce moment au comité de programme sur le 16-17, la part, les budgets dans les deux work programs, enfin programmes de travail, pardon, 2014 et 2015, au total, c'est 20 millions d'euros sur les 2 années. C'est moins que un des topics des 3 grandes questions qui sont abordées dans Inclusive, Innovative and Reflective Societies. Donc c'est vraiment une part tout à fait limitée et en plus qui est réduite à des questions de coopération internationale. C'est-à-dire pas aborder des questions de recherche justement transversalisées où justement ça pourrait être intéressant pour des équipes européennes de travailler avec des partenaires tiers, de pays tiers pour justement aborder des questions de recherche, mais c'est vraiment uniquement vu sous l'angle coopération internationale et presque, je dirais, relations internationales. Et je trouve que là, il y a une vraie question qu'on ne peut pas du tout aborder, mais que je voulais simplement poser, c'est que comme aujourd'hui l'injonction est d'aller à l'Europe, de trouver des financements, y compris pour démontrer l'importance de ce type de travaux, aujourd'hui cet espace n'existe pas ou très peu au niveau européen, en tout cas dans le défi 6 qui est le défi principal, et quand on regarde dans les 6 autres défis, lorsque vous allez voir, je l'ai fait presque de manière aléatoire hier soir en mettant un certain nombre sur Cordis et vous mettez un pays ou une aire géographique, et ben vous tombez sur des choses qui sont déjà très directement thématisées et dont ils souhaitent justement avoir l'éclairage sur ce qui se passe en Afrique en matière d'irrigation et autres. Et ça va être tiré avec un fil. Il n'y a jamais la démarche scientifique transversale qui impliquerait des aires culturelles n'existe pas dans le viseur de l'Union européenne aujourd'hui dans Horizon 2020, et je pense que pour l'avenir de nos préoccupations aujourd'hui et de leur capacité de financement, c'est un point très important que je voulais soulever. On n'a pas le temps de parler des presses, mais ça aurait été une belle occasion. Voilà. J'avais soumis la question, effectivement. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et donc, le moment de la pause est venu.